cauchemars et cataclysmes. C'est alors que survint l'horrible expérience qui a laissé sa marque de terreur indélébile sur l'âme de Marinus Bicknell Willett, qui paraît avoir vieilli de 10 ans alors qu'il était déjà loin d'être jeune à l'époque. Le docteur Willett et M. Ward, au terme d'une longue discussion, s'étaient entendus sur plusieurs points dont tous deux pensaient que les aliénistes les tourneraient en ridicule. Ils étaient d'accord pour dire qu'un terrible mouvement était à l'œuvre dans le monde, mouvement qui, à l'évidence, était directement lié à une nécromancie plus ancienne encore que la sorcellerie de Salem. Au moins 2 hommes vivants, plus un autre auquel ils n'osaient penser, avaient un pouvoir total sur des esprits ou des personnalités qui étaient déjà en activité en 1690, voire avant. C'était un fait presque irréfutable, quand bien même il allait à l'encontre de toutes les lois naturelles connues. Ce que faisaient ou essayaient de faire ces monstres, mais aussi Charles Ward, apparaissait assez clairement dans leurs lettres et à la lumière de tout ce qui avait filtré de l'affaire, par le passé comme dans le présent. Ils pillaient des tombes de toutes les époques, notamment celles des hommes les plus sages et les plus illustres, dans l'espoir de tirer de leurs antiques cendres quelques vestiges de la conscience et du savoir qui les avaient jadis animés et façonnés. Un hideux trafic avait cours entre ces vampires cauchemardesques qui s'échangeaient des ossements célèbres avec les calculs tranquilles d'écoliers troquant des livres. Et dans cette poussière séculaire, ils s'attendaient à trouver une sagesse et une puissance supérieures à tout ce que l'univers avait jamais vu concentré dans les mains d'un homme ou d'un groupe. Ils avaient découvert des façons impies de maintenir leur cerveau en vie, soit dans le même corps, soit dans des corps différents, et avaient de toute évidence trouvé comment soutirer des informations aux morts qu'ils rassemblaient. Il y avait donc, semble-t-il, du vrai dans ce que Borel, le vieux visionnaire, affirmait lorsqu'il écrivait qu'il était possible, même à partir des restes les plus anciens, de préparer certains sels essentiels dans lesquels on pouvait faire naître l'ombre d'un défunt d'autrefois. Il y avait une formule pour évoquer ladite ombre et une autre pour la renvoyer au néant, et la méthode était désormais si bien rodée que l'on savait même l'enseigner. La prudence était de mise pour ces évocations, les inscriptions sur les stèles des vieilles tombes n'étant pas toujours exactes. Willett et M. Ward passaient d'une conclusion à l'autre en frissonnant. On pouvait attirer d'autres choses, des sortes de présences ou de voix, depuis des lieux inconnus aussi bien que de la tombe, et là aussi il fallait prendre des précautions. Joseph Curwen avait indubitablement évoqué des créatures interdites. Quant à Charles, que penser de lui ? Quelle force de par-delà les sphères l'avait rejoint depuis l'époque de Curwen et avait orienté son esprit vers des choses oubliées ? On l'avait amené à découvrir certaines voies qui l'avaient suivi. Il avait discuté avec l'homme abominable à Prague et longuement séjourné avec la créature dans les montagnes de Transylvanie pour enfin trouver la tombe de Joseph Curwen. L'article de journal et les bruits nocturnes entendus par sa mère étaient trop importants pour qu'on les ignore. Il avait ensuite appelé quelques créatures et elle était venue. La voix puissante entendue à l'étage le vendredi saint et ces voix différentes dans le laboratoire fermé à clé du grenier, que rappelaient leurs profondeurs caverneuses ? Ne fallait-il pas y voir quelque terrible préfiguration du docteur Allen, ce redoutable inconnu à la voix d'outre-tombe ? Oui, c'était bien cela qu'avait reconnu M. Ward avec un vague sentiment d'horreur dans son unique conversation téléphonique avec cet homme, à supposer qu'il fût bien un homme. Quelle conscience ou voix diabolique, quelle ombre ou présence morbide était venue suite au rite secret de Charles Ward derrière la porte verrouillée ? Ces voix que l'on avait entendues se disputer. Il faut qu'il reste rouge pendant 3 mois. Grand Dieu, n'était-ce pas juste avant le début de l'affaire de vampirisme ? La profanation de l'antique sépulture d'Ezra Whedon et plus tard les cris à Pawtuxet. Quel esprit avait préparé cette vengeance et retrouvé les lieux maudits des anciens blasphèmes ? Et puis il y avait le pavillon, l'étrange barbu, et les rumeurs, et la peur.
Ni le père ni le médecin ne se seraient risqués à tenter d'expliquer la démence dans laquelle avait finalement sombré Charles. Les deux hommes étaient certains que l'esprit de Joseph Curwen était revenu sur terre et s'adonnait de nouveau à ses anciens vices. La possession démoniaque existait-elle vraiment? Allen avait quelque chose à voir dans tout cela. Aussi les détectives devaient-ils en apprendre davantage sur celui dont l'existence même constituait une menace pour la vie du jeune homme. Entre-temps, puisque la présence d'une vaste crypte sous la bâtisse semblait pour ainsi dire certaine, il fallait s'efforcer de la découvrir. Willett et M. Ward, conscients de l'attitude sceptique des aliénistes, décidèrent au terme de leur entretien décisif d'entreprendre ensemble une exploration secrète d'une ampleur sans précédent. Ils convinrent de se retrouver au pavillon le lendemain matin, équipés de mallettes et de certains outils et accessoires adaptés aux fouilles archéologiques et aux expéditions souterraines. Le 6 avril, par un matin limpide, les deux explorateurs se trouvaient devant le pavillon à 10 heures. M. Ward avait la clé et sitôt entrés, ils procédèrent à une rapide visite. Il était évident au désordre qui régnait dans la chambre du docteur Allen que les détectives étaient déjà venus. Les deux enquêteurs espérèrent que leur prédécesseur avait découvert quelque indice important. Bien entendu, l'essentiel se trouvait à la cave. Ils descendirent donc sans délai et refirent le parcours qu'ils avaient suivi en vain en présence du jeune propriétaire devenu fou. Pendant un moment, les lieux les déroutèrent, car le sol en terre et les murs de pierre présentaient un aspect si uni et inoffensif que l'on pouvait difficilement imaginer la présence d'une ouverture cachée. Willett se rappela que l'on avait creusé la cave sans connaître au préalable l'existence des catacombes au-dessous. Par conséquent, l'entrée du passage devait être uniquement le fruit du travail récent du jeune Ward et de ses compères, à la recherche des anciennes cryptes dont ils avaient forcément appris l'existence par des moyens malsains. Le docteur essaya de se mettre à la place de Charles pour imaginer par où il avait pu commencer ses sondages. Mais la méthode ne l'inspira guère. Décidant alors de procéder par élimination en examinant séparément chaque centimètre carré des surfaces verticales et horizontales de la cave, il eut au fait d'éliminer presque toutes les possibilités. Enfin, il ne resta plus que la petite plateforme devant les bacs à laver. Il l'avait déjà sondée, sans succès. Cette fois-ci, il essaya toutes les méthodes possibles, et en poussant dans deux directions à la fois, il finit par découvrir que le dessus tournait et coulissait horizontalement sur un pivot, dans l'angle. Dessous se trouvait une dalle de béton nette percée d'une trappe de visite en fer. Pris d'une ardeur fébrile, M. Ward se jeta sur l'abattant de la trappe qu'il n'eut aucun mal à soulever. Il l'avait presque complètement retirée quand Willett remarqua quelque chose de bizarre dans son attitude. Il chancelait et dodelinait comme s'il était pris de vertige, et le médecin, en sentant la bouffée d'air nocif jaillir du puits noir, comprit aussitôt pourquoi. Quelques instants plus tard, Willett avait transporté son compagnon évanoui à l'étage et le ranimait avec de l'eau fraîche. M. Ward réagit faiblement, mais il était visible que le souffle méphitique de la crypte, pour une raison ou une autre, l'avait sérieusement incommodé. Willett, qui ne voulait pas courir de risque, se dépêcha d'aller chercher un taxi sur Broad Street et eut bientôt renvoyé le malade chez lui en dépit de ses protestations émises d'une toute petite voix. Ensuite, le médecin sortit une torche électrique, se couvrit le nez d'une bande de gaz stérile et redescendit scruter les profondeurs tout juste révélées. Le courant d'air nauséabond avait perdu un peu de sa vigueur et Willett put braquer le faisceau de sa lampe dans la crypte stygienne. Sur 3 mètres, il vit un puits cylindrique en béton muni d'une échelle de fer, puits qui semblait donner sur un vieil escalier de pierre qui devait à l'origine émerger à l'air libre, légèrement au sud-ouest du pavillon actuel.
Willett reconnaît sans mal que, l'espace d'un instant, le souvenir des vieilles légendes portant sur Corwen l'a empêché de descendre seul dans ce gouffre malodorant. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Luke Fenner avait raconté de la monstrueuse nuit fatidique. Puis, le sens du devoir l'emportant, il se lança, non sans emporter une mallette de bonne taille pour rapporter les documents qui pourraient s'avérer d'une extrême importance. Lentement, comme il convenait à un homme de son âge, il descendit l'échelle et atteignit les marches visqueuses. Sa lampe lui permit de remarquer que la maçonnerie était ancienne. D'ailleurs, sur les murs suintants, il voyait l'infecte mousse des siècles. L'escalier descendait encore et toujours, non pas en colimaçon, mais en décrivant 3 tournants brusques, et il était si étroit que l'on aurait difficilement pu passer à 2 de front. Willett avait dénombré une 30aine de marches lorsqu'il perçut un bruit très lointain, après quoi il ne se sentit plus de compter. C'était un bruit blasphématoire, de ces basses, insidieux outrages à la nature qui ne devraient pas exister. Parler de plaintes sourdes, de gémissements arrachés à un condamné, d'un chœur de hurlements trahissant une angoisse désespérée et la meurtrissure de la chair, serait passer à côté de sa hideur quintessentielle, de ses connotations à vous écœurer jusqu'à l'âme. Était-ce là ce qui avait fait tendre l'oreille à Ward le jour où on l'avait emmené? Ce bruit d'origine indéterminée était le plus choquant que Willett eût jamais entendu, et il durait encore quand le médecin atteignit le bas des marches et éclaira de sa torche les hauts murs d'une galerie aux voûtes colossales et d'où partaient d'innombrables passages obscurs. Le couloir dans lequel il se tenait mesurait peut-être 4 mètres de haut au niveau du milieu de la voûte, pour 3 mètres ou 3 mètres 50 de large. Le sol était pavé de grandes dalles ébréchées. Quant à la maçonnerie des murs et du plafond, elle était en pierre de taille. Willett n'avait aucune idée de la longueur de la galerie, qui s'étirait jusqu'à aller se perdre dans les ténèbres. Certains passages avaient des portes à 6 panneaux de style colonial, tandis que d'autres n'étaient pas fermés. Surmontant la terreur que lui inspiraient la puanteur et les gémissements, le médecin commença à les explorer un par un. Tous menaient à des pièces de taille moyenne au plafond en voûte d'arête et destinées à de mystérieux usages. La plupart étaient dotés de cheminées dont la partie supérieure aurait pu faire l'objet d'une intéressante étude technique. De toute sa vie, c'est la seule fois qu'il vit des instruments, à supposer qu'il s'agit bien d'instruments, tels qu'il en devinait tout autour de lui, sous un siècle et demi de poussière et de toiles d'araignée. Nombre d'entre eux étaient cassés, peut-être par les assaillants d'autrefois, car bien des pièces semblaient vierges de toute empreinte récente. Sans doute avait-elle abrité les phases les plus anciennes et obsolètes des expériences de Joseph Corwen. Enfin, Willett découvrit une salle manifestement moderne, ou en tout cas récemment occupée. Il y avait des réchauds à pétrole, des étagères et des tables, des chaises et des placards, mais aussi un bureau sur lequel étaient empilés des documents de différentes époques passées ou contemporaines. Des chandeliers et des lampes à huile étaient disposés en plusieurs endroits. Voyant une boîte d'allumettes non loin, Willett alluma tout ce qui était en état de marche. Le regain de lumière lui révéla que cette pièce n'était autre que le dernier bureau ou la dernière bibliothèque en date de Charles Ward. Le médecin avait déjà vu beaucoup de ces livres, et une bonne partie des meubles venaient de toute évidence du manoir de Prospect Street. Il découvrait ici et là des éléments qu'il connaissait bien, et le sentiment de familiarité qui l'envahit lui fit presque oublier l'atmosphère répugnante et le gémissement, tous deux plus nets qu'au bas des marches. Sa première tâche, depuis longtemps préméditée, consistait à s'emparer de tous les papiers présentant une importance vitale, en particulier ces incroyables documents que Charles avait découverts des années auparavant derrière le portrait, à Olney Court. Tout en fouillant, il comprit que démêler toute cette affaire allait exiger un travail formidable, car il y avait dossier sur dossier, et tous étaient bourrés de pages rédigées dans plusieurs écritures curieuses et ornées de schémas qui ne l'étaient pas moins. Peut-être faudrait-il des mois, voire des années pour déchiffrer l'ensemble et tout mettre au propre.
Il trouva 3 gros paquets de lettres portant des timbres de Prague et de Rakous, et sur lesquels on reconnaissait clairement les écritures d'Horn et de Hutchinson. Il mit le tout dans sa mallette. Finalement, dans un placard d'acajou fermé à clé qui avait jadis orné la maison des Ward, Willett trouva les papiers du vieux Corwen. Il les reconnut grâce au coup d'œil que Charles lui avait accordé à contre-cœur bien des années plus tôt. Le jeune homme les avait à l'évidence conservés à peu près tels qu'il les avait trouvés, car tous les titres mentionnés par les ouvriers y figuraient, à l'exception des documents adressés à Horn et Hutchinson, mais aussi du cryptogramme et de sa clé. Willett mit le tout dans sa mallette et recommença à examiner les dossiers. Comme l'état de santé du jeune Ward était l'enjeu le plus important, il se concentra surtout sur les papiers qui lui paraissaient les plus récents. Et en examinant cette montagne de manuscrits contemporains, il remarqua quelque chose de fort déconcertant. Très peu de textes étaient rédigés dans l'écriture normale de Charles, et aucun ne datait de moins de 2 mois. Au contraire, des rames entières de papier étaient couvertes de symboles, de formules, de notes historiques et de commentaires philosophiques dont les pattes de mouche étaient absolument identiques à l'écriture surannée de Joseph Curwen, malgré leur date indéniablement récente. Il semblait évident que Charles avait consacré une partie de son emploi du temps des dernières semaines à imiter l'écriture du vieux sorcier, et qu'un travail assidu lui avait permis d'atteindre son but avec une incroyable perfection. Willett ne trouva aucune trace d'une 3e main, qui aurait pu être celle d'Allen. S'il avait vraiment pris l'ascendant sur le jeune Ward, sans doute l'avait-il aussi obligé à lui servir de secrétaire. Parmi ces nouveaux documents, une formule mystérieuse, ou plus exactement une double formule, revenait si souvent que Willett la connaissait par cœur avant d'en être à la moitié de ses recherches. Elle consistait en 2 colonnes parallèles, celle de gauche étant surmontée du symbole archaïque nommé tête du dragon, qui dans les almanachs servait à marquer le nœud ascendant de la lune, l'autre étant précédée du signe de la queue du dragon, ou nœud descendant. L'ensemble est reproduit ci-après, et presque inconsciemment, le médecin s'aperçut que la seconde moitié n'était rien de plus que la première, réécrite à l'envers syllabe par syllabe, à l'exception des monosyllabes finaux et de l'étrange nom Yog-Sothoth, que Willett avait appris à reconnaître dans différentes écritures au fil des documents qu'il avait consultés en lien avec cette épouvantable affaire. Les formules étaient les suivantes, très précisément, comme Willett pourra évidemment témoigner, et la première éveilla dans son cerveau une désagréable sensation de déjà-vu, qu'il identifierait plus tard en se remémorant les événements du terrible vendredi saint de l'année précédente. Yainga, Yog-Sothoth, Hil-Geb, Faitrodog, Uwa. Ogtrod Aif, Gebel-He, Yog-Sothoth, Ngang-Ai, Zro. Ces formules fascinèrent tellement Willett, et il les rencontra si souvent, qu'il se surprit à les répéter à voix basse. Toutefois, il estima bientôt avoir rassemblé tous les documents dont il pourrait tirer avantage dans l'immédiat, et décida donc de s'en tenir là jusqu'à ce qu'il parvienne à convaincre tous ces sceptiques d'aliénistes de monter une expédition plus ambitieuse et méthodique. Il lui restait à localiser le laboratoire secret. Il laissa sa mallette dans la pièce éclairée et retourna dans le noir couloir méphitique dont les voûtes renvoyaient l'écho incessant du hideux gémissement étouffé. Les quelques salles qu'il visita ensuite étaient toutes abandonnées ou pleines de caisses pourries et de sinistres cercueils de plomb, mais il fut très impressionné de constater l'ampleur des premières entreprises de Joseph Curwen. Il pensa aux esclaves et aux marins disparus, aux tombes profanées aux 4 coins du monde, et à ce qu'avaient dû voir les assaillants lors de la nuit fatidique. Puis jugea préférable de ne plus penser du tout. Lorsqu'il vit un grand escalier sur sa droite, il fit l'hypothèse qu'il permettait jadis de monter dans l'une des dépendances de Curwen, pourquoi pas le fameux édifice de pierre aux hautes meurtrières, à condition que les marches par lesquelles il était descendu soient parties de la ferme au toit pentu. Tout à coup, devant lui, les murs semblèrent s'évanouir.
La puanteur et les gémissements redoublèrent d'intensité. Willett s'aperçut qu'il se trouvait face à un vaste espace ouvert, si grand que la lumière de sa torche n'en atteignait pas le bout. Et en avançant, il rencontra ici et là de robustes piliers qui soutenaient les arcs du plafond. Au bout d'un certain temps, il atteignit un cercle de colonnes groupées à la façon des monolithes de Stonehenge, avec au centre un grand autel sculpté sur un promontoire de 3 marches. Et les sculptures étaient si étranges que Willett s'approcha pour les étudier à la lumière de sa lampe électrique. Mais lorsqu'il vit ce qu'elles représentaient, il recula en tremblant et ne s'arrêta même pas pour examiner les taches sombres qui maculaient la surface de l'autel et sur les côtés faisaient par endroits de minces dégoulinures. Il préféra pousser jusqu'au mur du fond dont il longea le gigantesque arc de cercle percé çà et là de noirs passages et dans lequel se découpaient d'innombrables cellules peu profondes fermées par des grilles de fer et équipées d'anneaux de cheville et de poignets dont les chaînes étaient fixées à la pierre de la paroi concave, au fond. Les geôles étaient vides, et pourtant, l'horrible odeur et la plainte lugubre se faisaient plus insistantes que jamais, tout en s'enrichissant par moments d'une sorte de bruit de glissade et de chute. Willett désormais ne pouvait plus détourner son attention de cette effroyable puanteur et de ce bruit troublant. Tous deux étaient plus clairs et hideux dans la grande salle aux colonnes que partout ailleurs, et paraissaient confusément monter des profondeurs lointaines, quand bien même le médecin se trouvait déjà dans un abysse souterrain, entouré de ténèbres et d'énigmes. Avant de s'aventurer dans l'un des noirs passages en quête d'un escalier pour descendre, il balaya la pierre du sol avec le faisceau de sa lampe. Les dalles étaient très lâches, et à intervalles réguliers, certaines étaient étrangement percées de petits trous dont le dessin ne suivait aucune logique particulière. Willett vit une très longue échelle négligemment jetée par terre. Assez bizarrement, elle semblait fortement imprégnée de l'écœurante odeur qui régnait partout. Alors qu'il arpentait les lieux d'un pas lent, Willett comprit que l'odeur et le bruit étaient plus nets au-dessus des dalles percées, comme s'il s'agissait de trappes rudimentaires donnant sur quelques régions plus profondes et plus horribles encore. Il s'agenouilla à côté de l'une d'elles pour s'y attaquer à main nue et s'aperçut qu'il parvenait à la faire bouger, bien qu'avec une extrême difficulté. En réponse, la plainte sous lui se fit plus forte, et il dut rassembler tout son courage pour continuer de soulever la lourde dalle. Montait maintenant des profondeurs une odeur si pestilentielle que le médecin se sentit pris de vertige, tandis qu'il écartait la pierre et braquait sa torche sur le mètre carré d'obscurité béante. S'il s'était attendu à découvrir un escalier menant à quelque vaste gouffre d'abomination suprême, il dut être déçu. Car en plus de la puanteur fétide et de la plainte éraillée, il ne distingua que la partie supérieure d'un puits cylindrique en briques mesurant environ 1,50 m de diamètre et sans échelle ni aucun autre moyen de descendre. Dès qu'il tourna sa lampe vers le bas, la plainte se mua en une série de jappements horribles qui s'accompagnèrent à nouveau de ces grattements aveugles et futiles et d'un bruit visqueux de chute. L'explorateur frémit, refusant même d'imaginer quelle créature malsaine pouvait se tapir dans cet abysse. Mais un instant plus tard, il retrouva le courage de se pencher par-dessus la margelle grossière. Il s'allongea sur le ventre et brandit sa torche à bout de bras pour voir ce qu'il y avait en bas. Pendant quelques secondes, il ne distingua rien d'autre que les parois de briques poisseuses et moussues s'enfonçant à perte de vue dans ce miasme presque tangible de noirceur, d'infection et d'angoisse frénétique. Soudain,
Il vit quelque chose bondir et retomber gauchement, avec l'énergie du désespoir, au fond du puits étroit qui devait se trouver entre 6 mètres et 7 mètres 50 du sol de pierre sur lequel lui-même était allongé. La torche trembla dans sa main, mais il regarda de nouveau pour voir quel genre d'être vivant pouvait être emmuré dans les ténèbres de ce puits artificiel, abandonné à sa faim par le jeune Ward depuis que les docteurs l'avaient emmené un long mois auparavant. À l'évidence, un prisonnier parmi tant d'autres dans les puits similaires dont les couvercles de pierre perforés constellaient abondamment le sol de la grande caverne voûtée. Quoi qu'elles fussent, ces choses n'avaient pas la place de s'allonger dans leur geôle exiguë. Aussi avaient-elles passé leur temps à attendre tapis, en gémissant et en sautant mollement, que s'écoulent les horribles semaines depuis que leur maître les avait abandonnées à leur déchéance. Mais Marinus Bicknell Willett regretta ce second coup d'œil, car tout chirurgien et habitué des salles de dissection qu'il fut, jamais il ne fut le même après cela. Il est difficile d'expliquer précisément comment un seul regard sur un objet mesurable put à ce point bouleverser et changer un homme. Disons simplement que certaines formes ou entités sont dotées d'un pouvoir symbolique et suggestif tel qu'il a des effets tout bonnement effroyables sur la manière de voir d'un penseur sensible, lui faisant entrevoir de terribles et obscures relations cosmiques et d'innommables réalités dissimulées derrière les illusions rassurantes du quotidien. C'est évidemment une forme ou entité de ce genre que Willett aperçut en y regardant de plus près, car dans les instants qui suivirent, il fut pris d'une crise de démence digne des pensionnaires de la clinique du Dr. Waite. Sa main, privée de puissance musculaire ou de coordination nerveuse, lâcha sa torche électrique. Il ne remarqua pas les bruits de mâchonnement trahissant le sort de l'objet au fond du trou. Il hurlait sans pouvoir s'arrêter, d'une voix rendue stridente par la panique et qu'aucune de ses relations n'aurait reconnue. Incapable de se relever, il rampa et roula sur les dalles humides pour s'éloigner des innombrables fosses infernales qui crachaient leurs plaintes et glapissements exténués en réponse à ses propres cris de démons. Il s'écorcha les mains sur les pierres rugueuses et disjointes et se cogna plusieurs fois la tête à cause des nombreux piliers, mais continua de fuir. Enfin, il revint lentement à lui dans les ténèbres et la puanteur absolue et se boucha les oreilles pour ne pas entendre les gémissements monotones qui avaient succédé au déchaînement de jappements. Ruisselant de sueur, sans aucun moyen de s'éclairer, choqué et désespéré dans un profond gouffre d'obscurité et d'horreur, il était dévasté par une vision que jamais il ne pourrait oublier. Sous ses pieds vivaient encore des dizaines de créatures, et l'un des puits n'était plus couvert. Il savait que la chose qu'il avait vue ne parviendrait pas à escalader les murs glissants, mais frissonnait à l'idée qu'elle trouve quelque prise invisible. Jamais il ne voulut dire ce qu'était cette chose. Elle ressemblait à certaines des sculptures de l'autel infernal, mais était vivante. Sa forme n'était pas le fruit d'une intention de la nature, car il ne faisait aucun doute qu'elle était inachevée. Il lui manquait les organes les plus étonnants. Quant aux anomalies de ses proportions, elle défiait toute description. Willett se borne à dire que Ward a dû évoquer pareilles créatures à partir de celles imparfaits. Sans doute les avait-il gardées comme esclaves ou à des fins rituelles. Si ce monstre n'avait eu une certaine importance, son image n'aurait pas été sculptée sur la pierre maudite. Parmi les êtres représentés sur l'autel, il y en avait de plus horribles. Mais Willett n'ouvrit pas les autres puits. Sur le moment, le premier rapprochement qui lui vint fut un extrait insignifiant tiré des vieux papiers de Corwen qu'il avait étudiés de longue date. Et il contenait une expression que Simon ou Jedediah Horn avait utilisée dans son incroyable lettre interceptée adressée aux sorciers disparus. Assurément, il n'y avait rien que de très abominable dans ce que H a fait surgir de ce qu'il ne put réunir en totalité. Puis lui revint en mémoire l'ancienne rumeur insistante, qui, au lieu de supplanter sa vision, la compléta horriblement, selon laquelle on avait retrouvé un corps tordu et carbonisé dans les champs,
une semaine après l'assaut sur la ferme Curwen. Un jour, Charles Ward avait rapporté au médecin ce que le vieux Slocum avait dit de ce corps, à savoir qu'il n'était ni tout à fait humain, ni vraiment proche d'un quelconque animal que les gens de Pawtuxet auraient vu ou rencontré dans leur lecture. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Willett, tandis qu'il se balançait d'arrière en avant, accroupi sur le sol de pierre nitreux. Il essaya de les chasser en récitant en boucle le paternoster, mais ce dernier finit par se transformer en un salmigondis mnémotechnique rappelant la Terrevenne, poème moderniste de T.S. Eliot, pour aboutir sur la double formule qu'il avait découverte peu de temps auparavant et maintes fois répétée dans la bibliothèque souterraine de Ward. Yaingen ga yaksotot, etc., jusqu'à la dernière syllabe soulignée, zro. Cela sembla l'apaiser, et il finit par être en mesure de se relever, bien qu'en chancelant. Regrettant amèrement d'avoir perdu sa torche dans un accès de terreur, il jeta des regards éperdus autour de lui, à la recherche du moindre soupçon de lumière dans l'obscurité oppressante et l'air glacial. Comme il était hors de question de penser, il tournait ses yeux écarquillés dans toutes les directions en quête d'une légère lueur, d'un reflet du brillant éclairage qu'il avait laissé dans la bibliothèque. Au bout d'un certain temps, il crut détecter un début de clarté qui lui parut infiniment éloigné. Il partit donc dans cette direction à quatre pattes, avec une prudence insoutenable, dans la puanteur et les gémissements, tâtonnant sans cesse de peur de se cogner dans l'une des nombreuses grandes colonnes, ou de basculer dans l'abominable puits qu'il avait ouvert. À un moment donné, ses doigts tremblants touchèrent ce qu'il pensa être une marche menant à l'autel infernal. Il s'en écarta avec dégoût. Plus loin, il tomba sur la dalle perforée qu'il avait déplacée, et ses précautions devinrent, pour ainsi dire, pitoyables. Mais finalement, il ne rencontra pas le puits redouté, et rien n'en sortit pour s'emparer de lui. Ce qui s'y trouvait ne bougeait ni ne faisait aucun bruit. Apparemment, dévorer la lampe ne lui avait pas fait de bien. Chaque fois que les doigts de Willett touchaient une pierre perforée, le médecin tremblait. Son passage sur les dalles accentuait parfois les grognements au fond du puits, mais en général, il ne suscitait aucune réaction car Willett se déplaçait en silence. À plusieurs reprises au cours de son périple, la lueur qu'il apercevait devant lui perdit sensiblement en intensité. Il comprit que les lampes et bougies qu'il avait allumées devaient s'éteindre une à une. L'idée de se retrouver perdu sans allumette dans l'obscurité absolue de ce cauchemardesque dédale souterrain l'encouragea à se lever et à prendre ses jambes à son cou, ce qu'il pouvait désormais faire sans danger puisqu'il avait dépassé la fosse ouverte. Car il savait que, si les lumières s'éteignaient toutes, son seul espoir de délivrance et de survie reposerait sur l'expédition de sauvetage que M. Ward finirait peut-être par envoyer après une absence suffisamment longue pour être inquiétante. Toutefois, il quitta bientôt l'immense salle pour le couloir étroit et repéra sans hésitation la lueur venant d'une porte sur sa droite. Quelques instants plus tard, il était arrivé à destination et se tenait de nouveau dans la bibliothèque secrète du jeune Ward, tremblant de soulagement devant les crépitements de cette dernière lampe qui l'avait sauvé. Après quelques secondes, il se hâta de remplir les lampes éteintes à l'aide d'une réserve d'essence qu'il avait remarquée plus tôt, et une fois la pièce à nouveau bien éclairée, il chercha autour de lui s'il n'y avait pas une lanterne qui puisse l'aider à poursuivre l'exploration. Car, si éprouvé qu'il fût par toutes ces horreurs, il n'en restait pas moins résolu à mener sa mission à bien, et à ne rien négliger pour découvrir quelles horreurs étaient à l'origine de l'étrange folie de Charles Ward. Ne trouvant pas de lanterne, il choisit la plus petite lampe. Il remplit aussi ses poches de bougies et d'allumettes,
et emporta un bidon de 4 litres d'essence qui lui servirait de réserve au cas où il découvrirait un laboratoire secret au-delà de la terrible salle ouverte à l'hôtel immonde et aux innommables puits couverts. Il lui faudrait la plus grande volonté pour la retraverser, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Heureusement, ni l'hôtel ni le puits ouvert ne se trouvaient à proximité du gigantesque mur percé de cellules qui marquait la fin de la caverne, et dont les noirs et mystérieux passages voûtés constituaient l'objectif suivant d'une enquête logique. Willett retourna donc dans la grande salle avec ses piliers, sa puanteur et ses ululements d'angoisse. Il baissa la lumière de sa lampe pour éviter d'apercevoir au loin l'hôtel ou le puits découvert et la dalle perforée posée à côté. La plupart des passages obscurs ne menaient qu'à de petites pièces dont certaines étaient vides, tandis que d'autres servaient manifestement de réserve. D'ailleurs, dans plusieurs de ces dernières, il vit des accumulations fort insolites d'objets divers et variés. L'une était bourrée de ballots de vêtements de rechange moisis et poussiéreux, et l'explorateur frissonna en s'apercevant que ces habits, à n'en point douter, dataient de 150 ans. Dans une autre pièce, il trouva de nombreux éléments de costumes modernes, comme si l'on avait fait peu à peu des réserves afin de vêtir un grand nombre d'hommes. Mais ce furent les énormes cuves de cuivre, sur lesquelles il tombait à l'occasion, qui lui déplurent le plus. Non seulement les cuves elles-mêmes, mais leurs sinistres incrustations. Il les trouvait encore plus repoussantes que les cuvettes de plomb à drôle de silhouette, sur le bord desquelles subsistaient d'infects dépôts et auxquels s'accrochaient des odeurs si écœurantes qu'elles étaient perceptibles malgré la puanteur ambiante de la crypte. Ayant longé la moitié du mur, il trouva un couloir jalonné de nombreuses portes, comme celui par lequel il était arrivé. Il entreprit de l'explorer, et après être entré dans 3 pièces de taille moyenne et au contenu sans importance, il arriva enfin dans une grande salle oblongue dont les cuves et tables professionnelles, les fourneaux et instruments modernes, les quelques livres et les interminables étagères chargées de bocaux et autres bouteilles prouvaient qu'il s'agissait bien du laboratoire si longtemps recherché de Charles Ward et probablement du vieux Joseph Corwen avant lui. Il alluma les 3 lampes qu'il trouva pleines d'essence et en état de marche, puis examina les lieux et toutes les installations avec le plus grand intérêt. Au vu des quantités relatives des divers réactifs présents sur les rayonnages, il comprit que le jeune Ward s'intéressait principalement à quelques branches de la chimie organique. Dans l'ensemble, le matériel scientifique, qui comprenait une sinistre table de dissection, ne lui apprit pas grand-chose. Aussi cette pièce fut plutôt décevante. Parmi les livres se trouvait un vieil exemplaire en piteux état de Borel, en caractère gothique, et un Willett intrigué remarqua que Ward avait souligné le passage signalé d'un trait de plume qui avait tant troublé M. Merritt à la ferme de Corwen plus de 150 ans auparavant. Cet exemplaire-là, bien entendu, avait dû disparaître en même temps que le reste de la bibliothèque occulte de Corwen au cours de l'assaut fatidique. 3 passages voûtés partaient du laboratoire, et le médecin les essaya un à un. Il vit tout de suite que 2 d'entre eux ne menaient qu'à de petites réserves, mais il passa ces dernières au peigne fin en remarquant qu'elles contenaient des piles de cercueils plus ou moins abîmés. Il frissonna violemment devant 2 ou 3 des rares plaques qu'il put déchiffrer. Ici aussi il y avait beaucoup de vêtements, ainsi que quelques caisses neuves et proprement clouées qu'il ne s'attarda pas à ouvrir. Mais le plus intéressant était peut-être les étranges fragments d'instruments du laboratoire du vieux Corwen. Ils avaient beaucoup souffert dans l'assaut, mais on reconnaissait quand même en partie l'attirail du chimiste de l'ère géorgienne. Le 3e passage conduisait à une très grande salle aux murs entièrement couverts d'étagères et meublée en son centre d'une table sur laquelle étaient posées 2 lampes. Willett alluma ces dernières et profita de leur vive lumière pour étudier les interminables rayonnages qui l'entouraient. Si les étages supérieurs étaient parfois totalement vides, la plupart des étagères étaient chargées de drôles de petits pots en plomb appartenant essentiellement à 2 types. L'un haut et sans anse, à la façon des vases à huile grecque nommés lécites, l'autre doté d'une seule anse et de proportions le rapprochant des pichets de Phaler. Tous étaient fermés par des bouchons métalliques et couverts de symboles étranges moulés en bas-relief.
Le médecin remarqua vite que les récipients étaient classés avec une grande rigueur. Tous les lécites étaient d'un côté de la pièce et surmontés d'un grand panneau de bois portant le mot « custodes », et tous les pichets étaient de l'autre, sous un panneau sur lequel était écrit « materia ». Chaque jarre, chaque pichet, sauf ceux des étagères supérieures qui se révélèrent vides, portait une étiquette de carton avec un numéro renvoyant apparemment à un catalogue. Aussi Willett décida-t-il de se mettre dès que possible à la recherche de ce dernier. Mais dans l'immédiat, il s'intéressait surtout à la nature de la collection dans son ensemble. À titre d'expérience, il ouvrit donc plusieurs lécites et pichets de phalaire au hasard pour avoir un premier aperçu approximatif. Il trouva la même chose dans tous les récipients. Les deux types contenaient une unique substance en petite quantité, une fine poudre, légère comme de la poussière, et de multiples couleurs ternes et neutres. Les teintes, seul élément variant, étaient réparties sans logique apparente, et n'étaient pas plus présentes dans un type de récipient que dans l'autre. Une poudre gris-bleu pouvait se trouver à côté d'une autre d'un blanc rosâtre, et tout ce qui se trouvait dans un pichet de phalaire pouvait avoir son exact pendant dans un lécite. Ce qui caractérisait surtout ces poudres, c'était le fait qu'elles n'étaient pas adhésives. Quand Willett se versait le contenu d'un pot dans la main puis le reversait dans le récipient, il constatait qu'il ne restait aucun résidu sur sa paume. La signification des deux panneaux l'intriguait, et il se demanda pourquoi ces produits chimiques étaient si radicalement séparés de ceux rangés dans des pots en verre sur les étagères du laboratoire même. Custodes, materia. En latin, ces mots signifiaient gardien et matière. Tout à coup, il se rappela où il avait rencontré le mot gardien en lien avec cette effroyable affaire. C'était bien entendu dans la lettre récemment adressée au Dr Allen par quelqu'un qui prétendait être le vieux Edwin Hutchinson, lettre où était écrite la phrase « Il n'était nul besoin de conserver les gardiens sous leur forme corporelle, à manger comme quatre sans rien faire, sans compter que cela laisse beaucoup de traces en cas de problème, comme vous ne le savez que trop. » Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Voyons. N'y avait-il pas une autre référence à des gardiens qu'il aurait totalement oublié alors qu'il était plongé dans la lecture de la lettre de Hutchinson ? À l'époque où il ne faisait pas de secret, Ward avait parlé à Willett du journal d'Eleazar Smith, dans lequel il racontait les activités d'espions de Smith et Whedon à la ferme Curwen. Dans cette terrible chronique, il était fait mention de conversations entendues avant que le vieux sorcier se retire tout à fait sous terre. Smith et Whedon affirmaient avoir espionné d'horribles conversations entre Curwen, certains de ses prisonniers et les gardiens de ces derniers. Les gardiens en question, d'après Hutchinson, mangeaient comme quatre sans rien faire. Tant et si bien que le Dr Allen avait cessé de les garder sous leur forme. Et s'ils n'étaient plus sous leur forme, comment les conserver sinon en tant que selles, en lesquels le groupe de sorciers réduisait, semblait-il, autant de cadavres et de squelettes humains que possible. Ainsi donc, c'était là ce que contenaient les lécites, ces monstrueux fruits de rites et actes impies que l'on obligeait vraisemblablement par la force ou par la peur, après les avoir appelés au moyen de quelque démoniaque incantation, à venir défendre leur maître blasphémateur ou interroger ceux qui se montraient moins malléables. Willett frissonna en pensant à ce qu'il venait de se verser dans les mains, et pendant quelques instants fut tenté de se laisser gagner par la panique et de fuir cette caverne aux horribles rayonnages, avec leurs sentinelles silencieuses et peut-être aux aguets. Il pensa ensuite aux materia, dans les innombrables pichets de phalaire, de l'autre côté de la pièce. Des selles, là aussi. Et s'il ne s'agissait pas de celles de gardiens, d'où venaient-ils ? Seigneur, se pouvait-il que ces récipients renferment les reliques mortelles de la moitié des grands penseurs de toutes les époques, arrachés par de puissantes goules aux cryptes dans lesquelles le monde les croyait en sécurité, et forcés d'obéir au doigt et à l'œil à des fous qui cherchaient à soutirer leur connaissance dans un dessein encore plus délirant, dont les conséquences, comme l'avait suggéré le pauvre Charles dans sa lettre désespérée, toucheraient toute civilisation, toute loi naturelle, peut-être même le destin du système solaire, voire de l'univers. Dire que Marinus Bicknell Willett avait versé leur poussière dans ses paumes.
Remarquant alors une petite porte au fond de la pièce, il se calma assez pour aller examiner de près le signe grossièrement gravé au-dessus. Ce n'était qu'un symbole, mais il emplit Willett d'une insidieuse terreur spirituelle. Car un ami à lui, rêveur quelque peu morbide, avait un jour tracé ce même signe sur une feuille en lui expliquant quelques-unes de ses significations dans le sombre abîme du sommeil. C'était le signe de Thoth, que les rêveurs voient fixé au-dessus du seuil d'une tour noire qui se dresse solitaire dans la pénombre. Et ce que son ami, Randolph Carter, avait dit des pouvoirs de ce symbole avait déplu à Willett. Mais un instant plus tard, il oublia la gravure en reconnaissant une nouvelle odeur âcre dans la puanteur de l'air. Elle était chimique plutôt qu'animale et venait clairement de la pièce derrière la porte. Et surtout, c'était à n'en point douter l'odeur même dont étaient imprégnés les vêtements de Charles le jour où les docteurs l'avaient emmené. C'était donc là que se trouvait le jeune homme quand on l'avait appelé. Il s'était montré plus sage que le vieux Joseph Corwen en ne résistant pas. Fermement décidé à pénétrer tous les mystères et cauchemars cachés dans ce royaume des profondeurs, Willett se saisit de la petite lampe et franchit le seuil. Une déferlante d'effroi indicible vint à sa rencontre, mais il ne céda à aucune impulsion, ne s'en remit à aucune intuition. Il n'y avait là rien de vivant qui puisse lui nuire, ni rien qui puisse l'empêcher de percer le nuage infernal entourant son patient. La pièce était de taille moyenne et avait pour tout mobilier une table, une chaise et 2 groupes de machines étranges munies de roues et de menottes, machines dans lesquelles Willett, après un moment de doute, reconnut des instruments de torture médiévaux. D'un côté de l'entrée se trouvait un râtelier plein de terribles fouets, au-dessus duquel étaient fixées des étagères portant des rangées de coupes en plomb vide. Peu profondes et dotées d'une sorte de piédestal, elles avaient une forme de kylix grec. De l'autre côté se trouvait la table, avec une puissante lampe d'argan, un bloc-notes, un crayon et 2 lessites fermées venant des rayonnages de la salle précédente. Le tout était disposé sans logique, comme à la hâte ou de façon provisoire. Willett alluma la lampe et étudia le bloc pour voir si Ward n'était pas en train d'écrire quand on l'avait interrompu. Mais il n'y découvrit rien de plus intelligible que les fragments incohérents reproduits ci-dessous et qui ne clarifiaient en rien l'affaire Ward. B n'est pas mort, s'est échappé à travers les murs et a trouvé le lieu d'en bas. Ait vu le vieux V dire le Sabaoth et ait appris la méthode. Ait évoqué 3 fois Yog-Sothoth et ait été exaucé le lendemain. F a voulu exterminer tous ceux qui savent comment appeler ceux du dehors. La vive lumière de la lampe d'argan éclairant toute la pièce, le médecin vit sur le mur opposé à l'entrée et entre les 2 groupes d'instruments de torture qui occupaient les angles, quantité de patères auxquelles étaient accrochées de longues robes informes d'un blanc jaunâtre assez sinistre. Mais les 2 autres murs s'avérèrent beaucoup plus intéressants, car ils étaient couverts d'une foule de symboles et formules ésotériques gravées grossièrement dans la pierre de taille lisse. Le sol humide portait aussi des traces de gravure. Willett n'eut pas trop de mal à reconnaître au centre un énorme pentagramme entouré de 4 cercles fermés d'environ 90 cm de diamètre chacun, placés entre la figure géométrique et les angles de la pièce. Dans l'un des cercles en question, près d'une robe jaunâtre négligemment jetée, était posé un kylix semblable à ceux des étagères, au-dessus du râtelier à fouet. Et juste au bord, en dessous du cercle, se trouvait un pichet de phalaire prélevé dans les rayonnages de l'autre pièce et portant le numéro 118. Le récipient était débouché et se révéla vide. Cependant, l'explorateur s'aperçut avec un frisson que le kylix ne l'était pas. Dans sa coupe peu profonde et uniquement sauvée de la dispersion par l'absence de vent dans cette caverne coupée du monde, reposait une petite quantité de poudre sèche et fluorescente d'un vert terne qui devait provenir du pichet. Willett manqua de défaillir en faisant le lien entre les différents éléments et antécédents de la scène. Les fouets et les instruments de torture, la poussière ou les sels,
Du pichet de Materia, les deux lécites pris dans les rayonnages des custodes, les robes, les formules sur les murs, les notes sur le bloc, les indices pris dans les lettres et légendes, et les 1000 aperçus, doutes et suppositions qui avaient tourmenté les amis et parents de Charles Ward. Tout cela submergea le médecin sous une immense vague d'horreur, alors qu'il contemplait la poudre sèche et verdâtre étalée dans le kylix de plomb posé sur le sol. Mais Willett fit l'effort de se ressaisir et entreprit d'étudier les formules gravées sur les murs. Étant donné les taches et incrustations qui souillaient les lettres, il était évident qu'elles dataient de l'époque de Joseph Corwen. Quant au texte, il pouvait paraître assez familier à qui avait lu tant de documents sur Corwen ou exploré en profondeur l'histoire de la magie. Le médecin reconnut une de ces formules que Madame Ward avait entendues de la bouche de son fils en ce sinistre vendredi saint de l'année précédente, et dont un expert lui avait révélé qu'il s'agissait d'une invocation tout à fait redoutable, adressée à des divinités secrètes de par-delà les sphères normales. L'orthographe gravée sur le mur était légèrement différente de ce que Madame Ward avait noté de mémoire, et de ce que l'expert avait montré à Willett dans les pages interdites d'Eliphas Lévy, mais c'était indéniablement la même formule. Et les mots Sabaoth, Metraton, Almansin, Zariat Natmik donnèrent un frisson d'effroi aux chercheurs qui venaient juste de voir et de ressentir une horreur à la portée cosmique. C'était sur le mur de gauche, en entrant. Les inscriptions n'étaient pas moins denses sur celui de droite. Willett sursauta en reconnaissant la double formule qui revenait si souvent dans les notes récentes de la bibliothèque. Dans l'ensemble, elles étaient identiques et surmontaient des antiques symboles de la tête et de la queue du dragon, comme dans les gribouillis de Ward. Mais ici, l'orthographe était très sensiblement différente de celle des versions modernes, comme si le vieux Corwen avait eu sa manière à lui de transcrire les sons, ou si une étude ultérieure avait permis de trouver des variantes plus perfectionnées et puissantes des invocations en question. Le médecin s'efforça de concilier le texte gravé avec celui qui lui revenait sans cesse en tête, mais cela n'avait rien de facile. Le document qu'il avait mémorisé commençait par Yangenga Yoksotot, l'inscription murale par Aye Engenga Yoge Sotota, ce qui pour lui changeait grandement la syllabation du premier mot. La version récente était si bien ancrée dans sa conscience que les différences le troublèrent. Et il se surprit à psalmodier la première des deux formules à voix haute, pour essayer de faire coïncider les sons qu'il avait à l'esprit et les lettres qu'il voyait gravées. Sa voix s'élevait, étrange et menaçante, dans cet antique abysse sacrilège. Ses accents tournèrent à la mélopée monocorde sous l'influence magique du passé, ou à l'image infernale du bourdon impie et ennuyeux venu des fosses lointaines, et dont les modulations inhumaines montaient et baissaient rythmiquement dans les ténèbres et la puanteur. Yaingen ga yoksotot, hirgeb faitrodog, hua. Mais quel était ce vent glacé qui s'était levé au tout début de la psalmodie? Les lampes crachotèrent lamentablement, et l'obscurité se fit si dense que les lettres gravées sur les murs devinrent presque invisibles. Il y avait aussi de la fumée, ainsi qu'une odeur âcre, qui couvrit tout à fait la puanteur des puits lointains. Une odeur comme celle qu'il avait déjà sentie, mais beaucoup plus forte et agressive. Se détournant des gravures pour faire face à la pièce et à son étrange contenu, il vit sortir du kylix qui avait contenu l'inquiétante poudre efflorescente un nuage étonnamment imposant et opaque de vapeur d'un noir verdâtre. Cette poudre, grand Dieu, elle venait de la collection de Materia. Que lui arrivait-il? Et qu'est-ce qui avait déclenché une telle réaction? La formule qu'il avait récitée, la première des deux, tête du dragon, nœud ascendant. Seigneur, était-ce possible? Willett chancela, la tête pleine de fragments décousus de tout ce qu'il avait vu, entendu et lu de l'abominable affaire de Joseph Corwen et de Charles Dexter Ward. Une fois encore, n'appelez rien que vous ne puissiez dominer. Ayez toujours prêt les mots qui repoussent et n'attendez pas d'être sûr si vous doutez de l'identité de celui que vous avez.
3 discussions avec ceux qui reposaient dedans. Miséricorde. Quelle était cette silhouette derrière la fumée qui se dissipait? Marinus Bicknell-Willett ne pense pas une seconde que l'on croira la plus petite partie de son récit en dehors du cercle de ses amis bienveillants. Aussi n'a-t-il abordé le sujet qu'avec ses proches les plus intimes. Seule une poignée d'étrangers en ont entendu parler, dont la plupart ont ri en faisant observer que le docteur commençait vraiment à se faire vieux. On lui a conseillé de prendre un long congé et d'éviter à l'avenir les cas de troubles mentaux. Mais M. Ward, lui, sait bien que le médecin, un homme d'expérience, se borne à dire l'horrible vérité. N'a-t-il pas vu lui-même la répugnante ouverture dans la cave du pavillon? Willett ne l'avait-il pas renvoyé chez lui, vaincu et malade, à 11h du matin ce terrible jour? Ward n'avait-il pas essayé en vain de le joindre au téléphone le soir même, puis le lendemain matin, et n'était-il pas allé en voiture au pavillon le midi pour retrouver son ami, inconscient mais indemne, sur un lit de l'étage? Willett, dont la respiration était ronflante, avait ouvert lentement les yeux après que M. Ward lui avait donné à boire du brandy qu'il était allé chercher dans la voiture. Puis il avait frissonné et hurlé. « Cette barbe, ces yeux, mon Dieu, qui êtes-vous » Des questions bien étranges quand elle s'adressait à un svelte gentleman aux yeux bleus et rasés de près que, de plus, il connaissait depuis l'enfance du fils de ce dernier. Sous le grand soleil de la mi-journée, le pavillon n'avait pas changé depuis le matin de la veille. Les habits de Willett n'étaient pas spécialement abîmés hormis quelques taches et traces d'usure au niveau des genoux, et il n'était imprégné que d'un léger relent âcre qui rappela à M. Ward l'odeur qu'il avait sentie sur son fils le jour de son départ pour la clinique. La torche du médecin avait disparu, mais sa mallette était bien là, aussi vide qu'à leur arrivée. Avant de se lancer dans les explications, et manifestement au prix d'un grand effort de volonté, Willett descendit à la cave en titubant et essaya de faire coulisser la fameuse plateforme devant les bacs. Elle refusa de bouger. Il retourna là où il avait laissé la veille sa sacoche pleine d'outils inutilisés et sortit un burin et entreprit de soulever une à une les planches obstinées. S'il y avait toujours une dalle en béton lisse en dessous, on n'y voyait plus le moindre trou ni la plus petite ouverture. Cette fois, point de béance pour rendre malade le père stupéfait qui avait suivi son ami à la cave. Rien qu'une surface lisse de béton sous les planches. Ni puits nauséabond, ni monde souterrain regorgeant d'horreur, ni bibliothèque secrète, ni document Cowen, ni fosse cauchemardesque creuset de la puanteur et de cris, ni laboratoire, ni étagère, ni formule gravée, ni... Le docteur Willett blêmit et s'agrippa à son cadet. « Hier, fit-il à voix basse, l'avez-vous vu et senti ?» Et quand M. Ward, lui-même pétrifié par la peur et l'incrédulité, trouva la force de hocher la tête affirmativement, l'homme de l'art émit un son entre le soupir et le halètement et répondit par le même signe. « Alors je vais tout vous raconter, » dit-il. Ainsi, pendant 1 heure, dans la pièce la plus ensoleillée qu'ils purent trouver à l'étage, le médecin narra à voix basse son effrayante histoire au père ébahi. Il n'y avait plus rien à raconter après l'apparition de la silhouette, alors que la sombre vapeur verdâtre montant du Kilix s'écartait, d'autant que Willett était trop épuisé pour se demander ce qui s'était vraiment passé. Les 2 hommes échangèrent en vain des hochements perplexes, puis M. Ward se risqua à murmurer une suggestion. « Pensez-vous qu'il soit utile de creuser ?» Le médecin resta muet,
car comment un cerveau humain aurait-il pu se prononcer sur des puissances venues de sphères inconnues pour empiéter si gravement de ce côté du grand abîme? « Mais où est-ce passé ?» insista M. Ward. « La chose vous a ramené ici, vous savez, et puis elle a rebouché le trou d'une manière ou d'une autre. » Et une fois encore, Willett laissa le silence répondre à sa place. Mais en fin de compte, l'incident n'était pas clos. Avant de se lever pour partir, Willett mit la main dans sa poche pour prendre son mouchoir, et ses doigts se refermèrent sur un morceau de papier qui n'y était pas auparavant, mais qui s'y trouvait désormais en compagnie des bougies et des allumettes qu'il avait prises dans la crypte disparue. C'était une feuille tout à fait commune, apparemment arrachée au bloc-notes bon marché dans cette incroyable et horrible pièce souterraine, et l'on avait écrit dessus avec un crayon tout aussi ordinaire, sans aucun doute celui qui était posé à côté du dit bloc. Elle était pliée sans le moindre soin, et en dehors de l'odeur âcre de la salle mystérieuse, elle ne portait aucun signe ni aucune empreinte trahissant l'existence d'un autre monde. Par contre, le texte lui-même en pestait l'étrange. Car l'écriture employée n'était pas celle d'une époque saine, mais la graphie chargée de ténèbres médiévales, à peine lisible pour les profanes qui s'escrimaient à présent à la déchiffrer, et cependant comportant des combinaisons vaguement familières de caractères. Le message griffonné à la hâte était le suivant, et le mystère dont il était empreint offrit un but aux deux hommes bouleversés, qui gagnèrent aussitôt la voiture de Ward d'un pas décidé et donnèrent l'ordre au chauffeur de les conduire dans un endroit tranquille où déjeuner, puis à la bibliothèque John Hay sur la colline. Une fois à la bibliothèque, ils n'eurent aucun mal à trouver de bons manuels de paléographie qu'ils compulsèrent jusqu'à ce que les lumières du grand lustre s'allument pour annoncer le soir. Ils finirent par trouver ce dont ils avaient besoin. Les lettres, en effet, n'étaient pas une invention bizarre née de l'imagination de celui qui avait écrit, mais les caractères courants d'une période particulièrement sombre. Il s'agissait de minuscules saxonnes pointues remontant au 8e ou au 9e siècle après Jésus-Christ, des signes évoquant le souvenir de temps rudes où les croyances et rites anciens restaient vivaces sous un vernis chrétien tout frais. Une époque où la pâle lune de Bretagne contemplait parfois d'étranges spectacles dans les ruines romaines de Caerleon et d'Exham, et près des tours qui se dressaient le long du mur d'Adrien croulant. Les mots étaient écrits dans le latin déliquescent de cette période barbare. Corvinus necandus est, cadaver aqua forti dissolvendum, nec aliquid retinendum, tace ut potes. Ce qui pourrait grossièrement se traduire par « Il faut tuer Corwen, le cadavre doit être dissous dans de l'eau forte, et il ne doit rien en rester. Garder le silence autant que faire se peut. » Willett et M. Ward en restèrent muets de confusion. Face à l'inconnu, ils s'aperçurent qu'ils ne ressentaient aucune émotion, tout en devinant vaguement qu'il aurait été normal d'en éprouver. Willett, en particulier, avait pour ainsi dire épuisé sa faculté à s'emballer. Les deux hommes restèrent donc assis, inertes et impuissants, jusqu'à ce que la fermeture de la bibliothèque les contraigne à partir. Alors ils prirent la voiture et regagnèrent distraitement le manoir de Ward sur Prospect Street, où ils discutèrent de choses et d'autres jusque tard dans la nuit. Le médecin alla se reposer quand approcha le matin, mais ne rentra pas chez lui. Il était encore là le dimanche midi quand les détectives chargés de retrouver le docteur Allen téléphonèrent. M. Ward, qui faisait nerveusement les 100 pas en robe de chambre, répondit lui-même aux enquêteurs. Apprenant qu'ils étaient presque prêts à faire leur rapport, il les invita à venir de bonne heure le lendemain matin. Willett et lui se félicitèrent que cet aspect de l'affaire soit en bonne voie, car quelle que fût l'origine de l'étrange message en minuscules saxonnes, il paraissait certain que le Corwen à éliminer était en réalité le barbu à lunettes. Charles craignait cet homme, et dans sa lettre désespérée avait demandé qu'on le tue et qu'on le fasse disparaître dans de l'acide. De plus, Allen, qui recevait des missives des mystérieux sorciers d'Europe sous le nom de Corwen, se considérait manifestement comme la réincarnation du nécromancien disparu. Et voilà qu'une nouvelle source inconnue leur suggérait de tuer Corwen et de dissoudre son corps.
Le lien semblait trop évident pour être le fruit du hasard. Et de toute façon, Allen lui-même n'avait-il pas prévu d'assassiner le jeune Ward sur le conseil d'une créature du nom de Hutchinson? Bien sûr, l'étranger barbu n'avait jamais reçu la lettre qu'ils avaient vue, mais son auteur laissait entendre qu'Allen formait déjà le projet de se débarrasser du jeune homme s'il venait à faire son délicat. Il ne faisait aucun doute qu'Allen devait être appréhendé, et même si l'on ne prenait pas les mesures les plus radicales, il fallait de toute façon l'enfermer afin qu'il ne puisse faire de mal à Charles Ward. Cet après-midi-là, espérant contre toute attente tirer quelques bribes d'informations sur le fond du mystère de la seule personne capable de les leur fournir, le père et le médecin traversèrent la baie pour aller rendre visite au jeune Charles à la clinique. Willett lui décrivit simplement, avec gravité, tout ce qu'il avait trouvé, et vit le jeune homme blêmir un peu plus à chaque détail prouvant la véracité de ses découvertes. Le médecin usa de toute la panoplie des effets dramatiques et chercha à voir si Charles grimaçait lorsqu'il aborda le sujet des puits couverts et des indicibles hybrides qui y étaient enfermés. Mais Ward resta impassible. Willett marqua un temps d'arrêt, puis expliqua d'une voix indignée que les créatures mourraient de faim. Il accusa le jeune homme de se montrer honteusement inhumain et ne put que frissonner quand il reçut pour toute réponse un rire sardonique. Car Charles, qui avait renoncé à prétendre que la crypte n'existait pas, semblait voir cette affaire comme une sinistre plaisanterie. Il lâcha un ricanement rauque en entendant quelque chose qui l'amusa. Puis, sur un ton que sa voix éraillée rendit 2 fois plus terrible, il murmura: « Certes, ils mangent, les faquins, mais ils n'en ont point besoin. Voilà bien le plus étrange. Un mois, dites-vous, sans nourriture. Du Dieu, monsieur, quel modeste vous faites. Sachez que ce pauvre vieux père la vertu de Whipple fut bien attrapé avec ses vaines menaces. Ah, ils voulaient tous les exterminer, morbleu. Le bruit du dehors l'avait rendu à moitié sourd, et jamais il ne vit ni n'entendit quoi que ce fût qui vécut dans ces puits. La peste soit de vous, ces maudites créatures hurlaient déjà au fond de leur trou quand on a oxy Kerwen, il y a 157 ans de cela. Willett ne put rien tirer de plus du jeune homme. Horrifié, mais presque convaincu malgré lui, il reprit son récit dans l'espoir qu'un quelconque incident parvienne à surprendre son interlocuteur, afin qu'il perde son calme insensé. Le médecin, en observant le visage du jeune homme, ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain effroi à la vue des changements des derniers mois. Ce garçon avait vraiment attiré des horreurs indicibles des cieux. Lorsqu'il parla de la salle où il avait trouvé les formules et la poudre verdâtre, Charles montra son premier signe d'agitation. La perplexité se peignit sur son visage quand il apprit ce que Willett avait lu sur le bloc, et il tenta sans conviction d'objecter que ces notes étaient anciennes, et qu'elles ne pouvaient avoir la moindre importance pour quiconque n'était pas fortement versé dans l'histoire de la magie. Toutefois, il ajouta: « Si vous aviez vraiment connu les mots pour évoquer ce que j'avais mis dans cette coupe, vous n'auriez pas été là pour m'en parler. C'était le numéro 118, et je gage que vous auriez tremblé si vous aviez consulté ma liste dans l'autre pièce. Jamais je ne l'ai évoqué, mais je comptais le faire le jour même où vous vîntes m'inviter ici. » C'est alors que Willett évoqua la formule qu'il avait prononcée et la fumée d'un noir verdâtre qui s'était dégagée de la poudre. Et ce faisant, il vit pour la première fois naître une peur bien réelle sur le visage de Charles Ward. « Il est venu, et vous êtes vivant ?» À ce croassement, sa voix sembla presque se libérer de ses entraves pour s'enfoncer dans de caverneux abysses à la sonorité surnaturelle. Willett, pris d'une inspiration subite, crut comprendre le problème et glissa dans sa réponse un avertissement tiré d'une lettre qui lui revint en mémoire. « Le numéro 118, dites-vous ?
Mais n'oubliez pas que les pierres ont toutes été changées dans 9 cimetières sur 10. Vous ne pouvez jamais être sûr tant que vous n'avez pas demandé. » Soudain, sans prévenir, il sortit le message en minuscules saxonnes et le mit sous le nez du patient. Il n'aurait pu espérer résultat aussi spectaculaire, car Charles Ward s'évanouit sur le champ. Bien entendu, toute cette conversation avait eu lieu dans le plus grand secret, de peur que les aliénistes de la clinique accusent le père et le médecin d'encourager un dément dans ses hallucinations. C'est donc sans l'aide de personne que le docteur Willett et M. Ward relevèrent le jeune homme inerte et l'allongèrent sur le lit. À son réveil, le patient marmonna plusieurs fois qu'il devait joindre Horne et Hutchinson au plus vite. Et quand il eut apparemment recouvré ses esprits, le médecin lui apprit que l'un au moins de ces mystérieux personnages avait juré sa perte et conseillé au docteur Allen de l'assassiner. Cette révélation n'eut aucun effet visible. D'ailleurs, avant même que Willett parle, les visiteurs avaient remarqué que leur hôte avait déjà l'air d'un homme traqué. Il ne voulait plus rien dire. Aussi Willett et le père ne tardèrent-ils pas à prendre congé, non sans l'avoir mis en garde contre l'étrange barbu, ce à quoi Charles répliqua que cet individu était en lieu sûr et qu'il ne pourrait faire de mal à quiconque, quand bien même il le voudrait. Le ricanement malveillant avec lequel le jeune homme prononça ces mots fut très pénible à entendre. Les deux visiteurs ne s'inquiétaient pas de ce que Charles pourrait rédiger des messages à l'intention de ces deux monstres d'Europe, car ils savaient que la direction de la clinique interceptait tout le courrier sortant à des fins de censure et ne laisserait rien passer d'outrancier ou d'extravagant. Il y eut cependant une étrange suite à la piste concernant Horne et Hutchinson, si c'était bien là la véritable identité des sorciers exilés. Guidé par un vague pressentiment au milieu de toutes les horreurs de cette époque, Willett s'arrangea pour qu'une agence internationale de coupure de presse le tienne au courant des méfaits et accidents les plus marquants à Prague et dans l'est de la Transylvanie. Et après 6 mois, il pensa avoir trouvé 2 incidents particulièrement notables dans la masse d'articles de toutes sortes qu'il avait reçus et fait traduire. L'un était la destruction totale, une nuit, d'une maison du plus vieux quartier de Prague et la disparition d'un vieillard malveillant, le dénommé Joseph Nadek, qui, de mémoire d'homme, l'avait toujours habité seul. L'autre était une explosion titanesque dans les montagnes transylvaniennes, à l'est de Rakous, et l'anéantissement, habitant compris, du tristement célèbre château Ferenczy, dont le maître avait si mauvaise réputation auprès des paysans et des soldats, qu'il n'aurait plus tardé à être convoqué à Bucarest pour subir un sérieux interrogatoire si cet incident n'avait subitement mis fin à une carrière déjà si longue que nul ne se rappelait en avoir connu le début. Willett affirme que la main qui a écrit ces minuscules saxonnes était aussi capable de manier des armes bien plus puissantes, et que si l'auteur du message lui a laissé le soin de se débarrasser de Corwen, il s'était manifestement senti capable de trouver Horne et Hutchinson et de s'occuper d'eux. Le médecin s'emploie à ne pas penser au sort des 2 hommes. Le lendemain matin, le docteur Willett se rendit à la hâte chez les Ward pour être présent quand les détectives arriveraient. Il sentait qu'il fallait à tout prix faire en sorte qu'Allen, ou Corwen, si l'on prenait au sérieux la revendication tacite de sa réincarnation, soit détruit ou enfermé, et fit part de sa conviction à M. Ward alors qu'ils attendaient les enquêteurs. Cette fois, ils discutaient en bas, car on évitait désormais l'étage du haut à cause d'une drôle de puanteur qui ne voulait plus en partir, une puanteur dont les domestiques pensaient qu'elle était la conséquence d'une malédiction héritée du portrait disparu de Corwen. Les 3 détectives se présentèrent à 9h et firent aussitôt leur rapport complet. À leur regret, ils n'avaient malheureusement pas réussi à localiser Tony Gomez, le mulâtre, ni à trouver la moindre piste sur les origines ou le domicile actuel du docteur Allen.
Toutefois, ils étaient parvenus à mettre au jour un grand nombre de faits et témoignages locaux concernant le discret étranger. Allen avait marqué les gens de Pawtuxet, qui le considéraient comme quelqu'un de vaguement anormal. De l'avis général, son épaisse barbe blond roux était soit teinte, soit fausse, hypothèse confirmée par la découverte d'un postiche semblable et d'une paire de lunettes noires dans sa chambre de l'effroyable pavillon. Sa voix, M. Ward était bien placé pour en témoigner par suite de leur unique conversation téléphonique, était inoubliable tant elle était grave et caverneuse. Quant à son regard, même à travers les verres fumés de ses lunettes à monture d'écaille, il paraissait diabolique. Un commerçant qui avait vu son écriture au cours d'une négociation déclara qu'elle était très bizarre et difficile à lire, ce qui fut confirmé par des notes incompréhensibles au crayon trouvées dans sa chambre et identifiées par le marchand. Pour ce qui était des rumeurs de vampirisme de l'été précédent, la plupart des commères accusaient Allen plutôt que Ward d'être le véritable coupable. On recueillit aussi le témoignage des fonctionnaires qui avaient visité le pavillon après le déplaisant incident de l'attaque de camion. S'ils avaient été moins sensibles au côté sinistre du Dr Allen, ils avaient remarqué que c'était lui qui commandait dans ce drôle de pavillon obscur. Ils ne l'avaient pas vu clairement à cause de la pénombre, mais le reconnaîtraient s'ils le croisaient à nouveau. Sa barbe avait un aspect douteux, et ils avaient cru distinguer une légère cicatrice au-dessus de ses lunettes noires du côté droit. Les détectives qui avaient fouillé sa chambre n'avaient rien trouvé d'intéressant à part la barbe, les lunettes et plusieurs notes au crayon dans une graphie illisible dont Willett vit aussitôt qu'elle était identique à celle des vieux manuscrits de Corwen et des quantités de notes récentes rédigées par le jeune Ward et que Willett avait découvertes dans les monstrueuses catacombes disparues. À mesure qu'on leur exposait ces données, le docteur Willett et M. Ward se sentaient saisis d'une insidieuse peur cosmique, à la fois profonde et subtile, et c'est presque en tremblant qu'ils suivirent le fil de l'idée confuse et folle qui leur était venue simultanément. La fausse barbe et les lunettes, les pattes de mouche de Corwen, le vieux portrait et sa minuscule cicatrice, celle-là même qui apparaissait désormais sur le front du jeune homme transformé, cette grosse voix caverneuse au téléphone. N'était-ce pas à elle que pensait M. Ward quand son fils poussait les pitoyables croassements auxquels il affirmait être réduit? Avait-on jamais vu Charles et Allen ensemble? Certes, les enquêteurs les avaient vus une fois, mais par la suite. N'était-ce pas au départ d'Allen que Charles avait soudainement oublié son effroi grandissant et commencé à vivre à plein temps au pavillon? Corwen, Allen, Ward. Quelle était cette fusion abominable et blasphématoire dans laquelle deux hommes et deux époques s'étaient trouvés confondus? Et cette détestable ressemblance entre Charles et le portrait qui le suivait du regard où qu'il aille dans la pièce? Et pourquoi Allen et Charles copiaient-ils tous deux l'écriture de Joseph Corwen, y compris lorsqu'ils étaient seuls et n'étaient pas sur leur garde? Il y avait aussi l'effroyable ouvrage de ces gens, l'infernale crypte perdue qui avait fait vieillir le docteur du jour au lendemain, les monstres affamés dans leur puits infect, l'affreuse formule aux effets si horribles, le message en minuscules saxonnes que Willett avait retrouvé dans sa poche, les documents, les lettres et toutes ces histoires de tombes, de sel et de découvertes. Où tout cela menait-il ? Finalement, M. Ward prit la décision la plus raisonnable. Sans vouloir s'avouer pourquoi il agissait de la sorte, il donna aux enquêteurs quelque chose à montrer aux commerçants de Pawtuxet qui avaient vu le sinistre Dr Allen. Il s'agissait d'une photographie de son pauvre fils, sur laquelle il s'appliqua à dessiner à l'encre la paire de grosses lunettes et la barbe pointue que les détectives avaient rapportées de la chambre d'Allen. Pendant 2 heures, il attendit avec le docteur dans l'oppressante maison où montaient la peur et le miasme, pendant qu'en haut le panneau nu posait encore et toujours son regard mauvais sur la bibliothèque. Puis les enquêteurs revinrent. Oui, la photographie maquillée ressemblait assez à Allen. M. Ward pâlit, et Willett épongea de son mouchoir son front soudain mouillé de sueur.
Allen, Ward, Corwen. Tout cela devenait vraiment trop horrible pour être considéré de façon cohérente. Cette chose que le jeune homme avait tirée du vide, qu'était-ce? Et que lui avait-elle fait? Que s'était-il vraiment passé du début à la fin? Qui était cet Allen qui voulait tuer Charles parce qu'il faisait son délicat? Et pourquoi sa victime désignée avait-elle écrit dans le post-scriptum de sa lettre affolée qu'il fallait le faire disparaître dans de l'acide? Et le message en minuscules saxonnes dont nul n'osait envisager l'origine, pourquoi y préconisait-on que Corwen subisse le même sort? Quelle était cette métamorphose, et quand la dernière phase avait-elle commencé? Le jour où était arrivé son appel désespéré, il avait été nerveux toute la matinée, puis il y avait eu un changement. Il était sorti discrètement, mais était revenu se pavaner devant les hommes censés veiller sur lui. C'était arrivé pendant sa sortie, et puis non, n'avait-il pas poussé un cri en entrant dans son bureau, la pièce même où il tenait conférence? Qui avait-il trouvé, ou plutôt, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Ce simulacre qui était rentré hardiment alors qu'on ne l'avait pas vu sortir, était-ce une ombre venue d'ailleurs, une horreur qui se serait imposée à un être tremblant qui n'avait pas quitté sa chambre? Le majordome n'avait-il pas évoqué des bruits étranges? Willett le sonna et lui posa quelques questions à voix basse. Ça avait certainement été une vilaine affaire. Il y avait bien eu des bruits, un cri, un halètement, un son étranglé et une sorte de fracas ou de craquement ou de coup sourd, ou tout cela à la fois. Et M. Charles n'était plus le même lorsqu'il était ressorti d'un pas raide et sans un mot. Le domestique frissonnait tout en parlant et flairait l'air lourd qui venait d'une fenêtre ouverte à l'étage. La terreur s'était vraiment emparée de cette maison, et seuls les détectives, tout à leur attitude professionnelle, avaient du mal à le ressentir tout à fait. Toutefois, même eux se sentaient mal à l'aise, car cette affaire avait un fond louche qui ne leur plaisait pas du tout. Concentré, le docteur Willett réfléchissait à toute vitesse, et ses pensées étaient terribles. Par instants, il se mettait presque à marmonner tout en passant en revue une nouvelle chaîne épouvantable, mais de plus en plus concluante de faits cauchemardesques. C'est alors que M. Ward mit d'un geste un terme à l'entretien, et tout le monde quitta la pièce à part le médecin et lui. Il était midi, mais une pénombre crépusculaire semblait engloutir l'hôtel particulier hanté. Willett entreprit de parler très sérieusement à son hôte, et le pria de le laisser se charger du gros de l'enquête à l'avenir. Il se trouverait, prédisait-il, face à des éléments détestables qu'un ami serait plus à même de supporter qu'un parent. En tant que médecin de la famille, il devait avoir les mains libres. Aussi exigeait-il pour commencer qu'on le laisse seul un moment sans le déranger dans la bibliothèque abandonnée à l'étage où l'antique parement de cheminée avait concentré autour de lui une aura d'horreur plus répugnante encore qu'à l'époque où le portrait de Joseph Corwen lançait ses regards sournois du haut de sa boiserie. M. Ward, étourdi par le flot d'horreurs extravagantes et de suggestions inconcevables et affolantes qui se déversaient sur lui de toutes parts, ne pouvait qu'accepter. Et une demi-heure plus tard, Willett était enfermé dans la pièce maudite aux boiseries d'Olney Court. Le père, qui écoutait à la porte, l'entendit aller et venir, tâtonner, farfouiller un moment. Finalement, il y eut un bruit de traction suivi d'un grincement, comme si l'on venait d'ouvrir une porte de placard récalcitrante, puis un cri étouffé, un genre de grognement étranglé, et un claquement indiquant que l'on avait refermé à la hâte la porte en question. Presque aussitôt, la clé tourna dans la serrure, et un Willett hagard et blême reparut dans le couloir et demanda du bois pour la vraie cheminée sur le mur sud de la pièce. Il affirma que le chauffage était insuffisant. Quant à la bûche électrique, elle ne servait pas à grand-chose. N'osant poser les questions qui lui brûlaient les lèvres, M. Ward donna les ordres idoines et un domestique apporta de grosses bûches de pain. L'homme frémit en pénétrant dans l'atmosphère polluée de la bibliothèque pour disposer le bois sur la grille.
Entre-temps, Willett était monté au laboratoire démantelé, d'où il rapporta quelques objets que l'on n'avait pas déménagés en juillet. Comme il les transportait dans un panier couvert, M. Ward ne vit jamais de quoi il s'agissait. Puis le médecin s'enferma encore une fois dans la bibliothèque et, en jugé par les nuages de fumée qui descendaient de la cheminée pour passer devant les fenêtres, alluma un feu. Plus tard, après bien des froissements de journaux, la traction et le grincement se firent de nouveau entendre et furent suivis d'un coup sourd qu'aucun de ceux qui écoutaient n'aima. Ensuite, on entendit Willett étouffer 2 cris, et aussitôt un bruissement frémissant d'une indéfinissable horreur. Enfin, la fumée rabattue depuis le toit devint âcre et très sombre, et tout le monde en voulut au vent de lui imposer cette suffocante invasion d'émanations étranges. M. Ward avait le tournis, et les domestiques, serrés les uns contre les autres, regardaient fondre sur eux l'horrible fumée noire. Après une éternité, les vapeurs semblèrent se faire moins denses, et l'on entendit derrière la porte verrouillée des bruits confus de grattement et de balayage, entre autres opérations mineures. Et enfin, après un ultime claquement de placard, Willett reparut, triste, pâle et hagard, avec à la main le panier couvert d'un linge qu'il avait descendu du laboratoire. Il avait laissé la fenêtre ouverte, et dans la pièce encore maudite peu de temps auparavant, se déversait en abondance l'air pur et sain du dehors, qui se mêlait à une odeur insolite de désinfectant. L'antique parement de cheminée était toujours là, mais paraissait désormais privé de toute malignité. Ses panneaux blancs se dressaient, calmes et majestueux, comme s'ils n'avaient jamais porté l'image de Joseph Corwen. La nuit tombait, mais cette fois, ces ombres, au lieu d'une peur secrète, n'évoquaient qu'une douce mélancolie. Le médecin ne voulut jamais parler de ce qu'il avait fait. « Je ne peux répondre à aucune question, » expliqua-t-il à M. Ward, « mais disons qu'il existe différentes sortes de magie. J'ai fait un grand nettoyage et les gens de cette maison n'en dormiront que mieux. » L'épreuve du nettoyage, à sa manière, s'était avérée aussi éprouvante pour les nerfs du docteur Willett que son abominable visite de la crypte disparue. La preuve en est que, ce soir-là, le vieux médecin s'effondra dès qu'il passa le pas de sa porte. Il passa 3 jours complets à se reposer dans sa chambre, même si les domestiques prétendirent plus tard avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer avec une discrétion extraordinaire, le mercredi après minuit. Heureusement, ces gens-là ont une imagination limitée, sans quoi les rumeurs auraient pu aller bon train par suite de la publication d'un article dans l'Evening Bulletin du jeudi. Les monstres de retour dans le nord de la ville. Après 10 mois d'accalmie depuis l'ignoble profanation de la concession Whedon au cimetière nord, un rôdeur nocturne a été aperçu ce matin dans le même cimetière par Robert Hart, le veilleur de nuit. Alors qu'il jetait un coup d'œil à la fenêtre de son abri vers 2 heures du matin, Hart a remarqué la lueur d'une lanterne ou d'une lampe de poche non loin au nord-ouest. En ouvrant la porte, il a distingué la silhouette d'un homme muni d'une truelle qui se découpait nettement sur la lumière d'un lampadaire proche. Il s'est tout de suite lancé à la poursuite de l'intrus, qu'il a vu courir vers l'entrée principale, gagner la rue et disparaître dans le noir avant qu'il puisse se rapprocher ou le capturer. Comme les premiers profanateurs de l'an passé, l'intrus n'avait fait aucun dégât grave avant d'être repéré. On avait creusé un trou très superficiel dans une partie inoccupée de la concession Ward, mais rien qui s'approche de la taille d'une tombe. Quant aux sépultures, aucune n'avait été touchée. Tout ce que Hart peut dire du rôdeur est qu'il s'agit d'un petit homme probablement barbu. Il a tendance à penser que les 3 tentatives de profanation ont une origine commune, mais les policiers du poste numéro 2 sont d'un autre avis,
à cause du caractère brutal du deuxième incident, au cours duquel un vieux cercueil a été dérobé et la stèle correspondante violemment brisée. Le premier, dont on pense qu'il s'agissait d'une tentative avortée pour enfouir quelque chose, a eu lieu en mars de l'année dernière. On soupçonne des trafiquants d'alcool à la recherche d'une cachette. D'après le sergent Riley, il est possible que cette troisième affaire soit de même nature. Les policiers du poste numéro 2 se donnent le plus grand mal pour appréhender les mécréants responsables de ces profanations à répétition. Le docteur Willett passa toute la journée du jeudi à se reposer, comme pour récupérer d'un effort passé ou se préparer à un effort à venir. Le soir venu, il écrivit à M. Ward une lettre qui fut remise à ce dernier le lendemain matin et plongea le père à moitié hébété dans une longue et profonde réflexion. M. Ward n'avait pu reprendre le travail depuis le choc du lundi, ses nouvelles déconcertantes et son sinistre nettoyage, mais il trouva un certain réconfort dans la lettre du docteur, malgré le désespoir qu'elle annonçait et les nouveaux mystères auxquels elle semblait faire allusion. 10 Barnard Street, Providence, Rhode Island, le 12 avril 1928. Cher Théodore, je crois qu'il me faut vous parler avant d'entreprendre ce que je vais faire demain. Cela mettra un point final à la terrible aventure que nous avons traversée, car je pense qu'aucune pelle ne pourra jamais atteindre l'endroit monstrueux dont nous avons connaissance. Mais je crains que votre esprit ne connaisse pas la paix pour autant, si je ne vous assure pas expressément qu'elle sera tout à fait définitive. Vous me connaissez depuis votre petite enfance, et je pense donc que vous me croirez si je vous dis qu'il vaut mieux laisser certaines questions dans l'ombre et l'incertitude. Il est préférable que vous cessiez de spéculer sur le cas de Charles, et presque impératif que vous n'en disiez pas davantage à sa mère que ce qu'elle soupçonne déjà. Quand je viendrai vous voir demain, Charles se sera échappé. C'est tout ce qui devra rester dans l'esprit des gens. Charles était fou et s'est enfui. Vous pourrez parler en douceur, progressivement, de sa folie à sa mère lorsque vous aurez cessé d'envoyer des lettres dactylographiées en son nom. Je vous conseille d'ailleurs de la rejoindre à Atlantic City et d'en profiter pour vous reposer. Dieu sait que vous en avez besoin, tout comme moi, après un tel choc. Je pars quelque temps dans le sud pour être au calme et reprendre des forces. Donc ne me posez pas de questions quand je passerai vous voir. Peut-être que quelque chose tournera mal, et si c'est le cas, je vous le dirai. Mais je n'y crois pas. Nous n'aurons plus de motifs d'inquiétude, car Charles sera on ne peut plus en sécurité. Il l'est déjà, et plus que vous l'imaginez. Ne vous inquiétez plus d'Allen, ni de savoir qui ou ce qu'il est. Il appartient autant au passé que le portrait de Joseph Corwen, et quand je sonnerai à votre porte, vous pourrez être certain qu'il n'y a pas de Dr. Allen. Quant à ce qui a écrit le message en minuscules saxonnes, il ne vous tourmentera jamais, ni vous ni les vôtres. Mais vous devez vous armer contre la tristesse et préparer votre femme à faire de même. Je vous le dis franchement, l'évasion de Charles ne vous le rendra pas. Il souffre d'un mal étrange, comme vous l'avez sans doute vu aux subtils changements physiques et mentaux qu'il a subis, et il ne faut donc pas vous attendre à le revoir. Mais voici qui vous consolera un peu. Il n'a jamais été un monstre, ni même vraiment fou, mais seulement un garçon studieux, curieux et avide de connaissances, dont l'amour du mystère et du passé a causé la perte. Il a découvert par hasard des choses qu'aucun mortel ne devrait connaître, et a remonté les années comme personne ne devrait le faire. Et quelque chose est sorti du passé pour l'engloutir. Et voici à présent la question au sujet de laquelle je vous demande de me faire particulièrement confiance. Car en vérité, le sort de Charles ne fera aucun doute. Dans un an, disons, vous pourrez, si vous le souhaitez, trouver une manière convenable d'expliquer sa fin, car votre fils ne sera plus. Vous pourrez mettre une stèle dans votre concession du cimetière nord, à 3 mètres exactement à l'ouest de la tombe de votre père, et orientée dans la même direction. Et elle marquera le lieu précis où reposera votre fils.
Ne craignez pas qu'elle masque une bizarrerie ou une substitution. Les cendres au fond de cette tombe seront bien celles de Charles Dexter Ward, votre chair et votre sang, le garçon même dont vous avez vu l'intelligence grandir depuis l'enfance. Le vrai Charles qui avait une tache couleur olive sur la hanche, mais ni marque noire de sorcière sur le torse, ni cicatrice sur le front. Le Charles qui n'a jamais rien fait de vraiment répréhensible et qui aura payé de sa vie d'avoir fait le délicat. C'est tout. Charles se sera évadé, et dans un an vous pourrez lui dresser sa stèle. Ne me posez pas de questions demain, et croyez bien que l'honneur de votre vieille famille demeure sans tache, comme il l'a toujours été par le passé. Avec mes plus sincères condoléances, je vous exhorte au courage, au calme et à la résignation, et reste à jamais votre ami sincère, Marinus B. Willett. Ainsi donc, le matin du vendredi 13 avril 1928, Marinus Bicknell Willett rendit visite à Charles Dexter Ward dans sa chambre de la clinique du Dr. White sur Conanicut Island. Le jeune homme ne tenta pas d'éviter son visiteur, mais semblait d'humeur maussade et ne paraissait pas vouloir engager la conversation que Willett voulait évidemment avoir avec lui. La découverte de la crypte par le médecin et l'expérience traumatisante qu'il y avait vécue étaient bien sûr la cause de nouveaux embarras, si bien qu'après avoir échangé quelques banalités sur un ton tendu, les deux hommes restèrent visiblement hésitants. Puis une nouvelle crispation s'installa lorsque Ward sembla lire derrière le masque impassible du docteur une terrible détermination tout à fait inédite. Le patient tressaillit, conscient que le médecin de famille, plein de sollicitude depuis sa dernière visite, s'était transformé en vengeur implacable et sans pitié. Ward blêmit. Le docteur fut le premier à parler. « J'ai fait de nouvelles découvertes, et je dois vous prévenir qu'il est grand temps de payer l'addition. » « Vous avez recommencé à creuser, et vous avez encore trouvé de pauvres petites bêtes affamées, » ironisa le jeune homme. Il était évident qu'il se montrerait bravache jusqu'au bout. « Non, » répondit lentement Willett. « Cette fois, je n'ai pas eu à creuser. Nous avons demandé à des hommes de chercher le docteur Allen, et ils ont trouvé la fausse barbe et les lunettes dans le pavillon. »« Excellent !» commenta l'hôte décontenancé en essayant de faire de l'esprit. « Et je suis sûr qu'elles vous vont mieux que la barbe et les lunettes que vous portez en ce moment. »« En tout cas, elles vous iraient très bien, » répliqua Willett à l'avenant, comme d'ailleurs il semble que c'était le cas. Alors même que le médecin répondait, il eut l'impression qu'un nuage passait devant le soleil, alors que rien n'avait changé dans les ombres sur le plancher. Ward hasarda alors. « Est-ce pour cela qu'il est si urgent de payer l'addition ? Supposons que, de temps à autre, un homme trouve utile d'avoir un alter ego ?» ?»« Non, » répondit gravement Willett. « Encore une fois, vous vous trompez. Peu m'importe qu'un homme cherche la dualité, mais encore faut-il qu'il ait le droit d'exister, et qu'il ne détruise pas ce qui l'a fait surgir du vide. » Ward sursauta violemment. « Eh bien, monsieur, qu'avez-vous donc découvert, et qu'attendez-vous de moi ?» Le médecin attendit un peu avant de répondre, comme s'il cherchait les mots les plus efficaces. « J'ai découvert quelque chose, » dit-il enfin en scandant les syllabes, « dans un placard derrière un vieux parement de cheminée sur lequel était autrefois peint un portrait. Je l'ai brûlé, et j'ai enterré les cendres là où devrait se trouver la tombe de Charles Dexter Ward. » Le dément s'étrangla, et d'un bond se leva de sa chaise. « Allez au diable! À qui l'avez-vous dit? Et qui donc croira que c'était lui, après 2 mois, alors que je suis en vie? Que comptez-vous faire ?» Willett, malgré sa petite taille, fit preuve de l'autorité d'un juge en calmant le patient d'un seul geste. « Je n'en ai parlé à personne. Ce n'est pas une affaire comme les autres, mais une folie qui traverse les âges et vient de par-delà les sphères, et ni la police, ni les avocats, ni les tribunaux, ni les aliénistes ne pourraient en mesurer la gravité et la combattre. Dieu merci,
Le hasard a voulu que je garde le soupçon d'imagination qui m'a permis de ne pas m'égarer en y réfléchissant. Vous ne pouvez me tromper, Joseph Curwen, car je sais que votre maudite magie est bien réelle. Je sais comment vous avez ourdi le sortilège qui couvait en dehors du temps pour mettre le grappin sur votre double et votre descendant. Je sais comment vous avez procédé pour l'attirer dans le passé et l'amener à vous tirer de votre détestable tombe. Je sais qu'il vous cachait dans son laboratoire pendant que vous étudiez le monde d'aujourd'hui et passiez vos nuits à rôder comme un vampire, et que plus tard vous vous êtes montré avec une barbe et des lunettes afin que personne ne s'étonne de votre ressemblance blasphématoire avec Charles. Je sais ce que vous avez décidé de faire quand il s'est rebiffé devant votre abominable pillage de tombes aux quatre coins du monde et face à ce que vous aviez prévu de faire ensuite, et je sais comment vous avez procédé. Quittant votre barbe et vos lunettes, vous avez abusé les gardes de la maison Ward. Ils ont cru voir Charles rentrer et le voir sortir, alors que vous l'aviez étranglé et caché. Mais vous n'aviez pas tenu compte de ce que deux esprits ont chacun leur contenu propre. Vous avez été stupide, Joseph Curwen, de penser qu'une simple identité visuelle suffirait. Pourquoi ne pas avoir pensé à la manière de parler, à la voix, à l'écriture? Finalement, comme vous le voyez, ça n'a pas fonctionné. Vous savez mieux que moi qui ou ce qui a écrit ce message en minuscules saxonnes, mais je vous préviens, il n'a pas été écrit en vain. Certaines abominations, certains blasphèmes doivent être éradiqués, et je pense que l'auteur du message s'occupera d'Orne et Hutchinson. L'un de ces deux monstres vous a un jour écrit « N'évoquez aucun esprit que vous ne puissiez dominer ». Vous avez déjà été vaincu jadis, peut-être même pour cette raison, et il n'est pas impossible que votre propre magie noire soit une fois encore votre perte. Curwen, on ne peut fausser la nature au-delà de certaines limites, et toutes les horreurs que vous avez ourdies se dresseront pour vous réduire à néant. Mais soudain, le médecin fut interrompu par un cri convulsif de la créature qui se trouvait devant lui. Un Joseph Curwen aux abois, désarmé et conscient qu'une quelconque manifestation de violence ferait accourir 20 infirmiers à la rescousse du médecin, eut désespérément recours à son vieil allié. Il commença une série de gestes cabalistiques avec ses index, tandis que sa voix grave et caverneuse, à présent libérée de son enrouement fin, beuglait les premiers mots d'une terrible formule. Père Adonai Elohim, Adonai Yehovah, Adonai Sabaoth, Métraton. Mais Willett le prit de vitesse. Alors que les chiens commençaient à hurler dans la cour et qu'un vent glacial soufflait soudainement de la baie, le médecin entonna d'une voix solennelle la psalmodie rythmée qu'il avait prévu de réciter. Œil pour œil, magie pour magie. On verrait bien au résultat s'il avait retenu la leçon de l'abysse. Ainsi, d'une voix claire, Marinus Bicknell Willett commença la seconde partie de la formule dont la première moitié avait appelé l'auteur des minuscules saxonnes, la mystérieuse invocation qui avait pour en tête la queue du dragon, signe du nœud descendant. Hogtrod haif gebelhi yokshotot ngang haizro. Au tout premier mot qui sortit de la bouche de Willett, le patient, qui avait déjà commencé sa propre formule, s'arrêta net. Incapable de parler, le monstre agita frénétiquement les bras jusqu'à ce que cela aussi cesse. Lorsque le médecin prononça l'effroyable nom de Yog-Sothoth, l'horrible métamorphose s'amorça. Ce n'était pas une simple dissolution, mais plutôt une transformation ou une récapitulation. Et Willett dut fermer les yeux de peur de s'évanouir avant d'avoir pu prononcer le reste de l'incantation. Mais il ne s'évanouit pas, et l'homme aux siècles impies et aux secrets interdits ne troubla plus jamais le monde. La folie hors du temps s'était retirée. L'affaire Charles Dexter Ward était close. En rouvrant les yeux avant de quitter les lieux d'un pas chancelant, le docteur Willett vit qu'il avait eu raison de retenir la formule. Comme prévu, il n'avait pas eu besoin d'acide. Comme pour son maudit portrait un an avant lui,
Il ne restait plus de Joseph Corwen qu'une mince pellicule de fine poussière gris bleuâtre, éparpillée sur le plancher.